Tout d'abord, c'est très compliqué de parler du courage, surtout lorsque quelqu'un vous demande de venir parler de courage parce qu'il paraîtrait que ce que je fais, c'est courageux. Donc c'est un peu compliqué parce que l'important n'est pas forcément de parler de moi. Et que il y a quand même, je voudrais parler d'un malentendu. J'aime bien l'idée de faire la suite du malentendu. Parce que, en fait, quand j'étais enfant, et quand on est enfant, quand on est une fille et qu'on est enfant, on vous parle d'abord du courage pour les garçons. Puisque tous les livres d'enfants disent que les garçons sont courageux, ils partent à la guerre, on leur achète des épées, on leur achète des armes, ils partent affronter le monde, et les filles ont des poupées et restent à la maison. Donc en quelque sorte, la fille n'a pas de courage, le garçon a du courage. Donc il n'y a que quelques femmes qui partent à la guerre, ce sont les Amazones. On nous raconte ça un peu pour nous donner un peu de courage et pour nous dire que finalement nous allons pouvoir affronter la vie, nous aussi. Mais moi j'ai eu la chance de naître dans un pays qui est au bord de la mer et j'ai trouvé ce matin une citation d'André Gide que j'ai bien aimée parce qu'elle dit que l'homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu'il n'a pas eu le courage de perdre de vue la côte. Quand j'étais petite, je rêvais de découvrir le monde, je voulais voyager, j'avais décidé que j'aurais vu avant de mourir tous les pays du monde. Donc j'allais devoir partir sur les océans. Et donc je me suis dit qu'il allait falloir que j'aie le courage de perdre de vue la côte. Avoir le courage de perdre de vue la côte, il me semble que cela signifie qu'il faut considérer que sa condition n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que sa condition, la condition où nous vivons, la condition où nous sommes, ce que l'on nous dit, ce que l'on nous fait penser, n'est pas nécessairement ce que l'on doit penser, la façon dont on doit vivre et la façon là où on veut aller. Et que donc, il faut penser différemment et vivre différemment. Et en définitive, il me semble, j'ai mis quelques mots, quelques verbes à côté du mot courage. Et le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est vivre. Parce que pour vivre, il faut avoir du courage. Parce que quand on sait que vivre, à quoi ça sert de vivre, puisque au bout du compte, on va mourir. Puisqu'au bout du compte, on n'est là que temporairement, et qu'au bout du compte, on pourrait très bien attendre que la fin arrive, puisque la vie n'est faite que pour mourir. Donc vivre, ça veut dire être courageux. Donc si tous autour de la table, de la salle ici, nous avons tous le courage de vivre, c'est déjà une chose que nous avons acquis. Mais vivre, c'est aussi prendre des risques. Et pour prendre des risques, c'est aussi avoir du courage. C'est prendre des risques parce que, comme je le disais avant, il me semble qu'il faut penser différemment. Il faut décider de penser autre. Et donc, décider de penser autre, c'est pour avancer. Donc, c'est pour continuer, c'est pour aller plus loin. Donc, c'est toujours pour continuer à vivre. Donc, finalement, c'est pour aller au-delà de l'horizon, pour aller plus loin, et perdre de vue le rivage, donc perdre de vue la côte, comme disait André Gide. Et parfois accepter la possibilité de perdre. Accepter la possibilité de perdre, c'est-à-dire accepter la possibilité de se tromper. Parce que je crois que, enfin il me semble, je dis toujours je crois, mais non, il me semble que accepter de perdre, c'est aussi accepter la possibilité de recommencer, de se remettre en question, de penser à nouveau différemment et en même temps de pouvoir décider d'aller ailleurs, d'évoluer, de bouger et donc toujours de vivre. Et donc d'être engagé à vivre définitivement puisque nous n'avons plus le choix. Donc dans ma région, qui est la Bretagne, il y avait des corsaires, donc des garçons qui partaient sur les mers pour aller attaquer les Anglais, puisqu'ils avaient le droit. Le roi les avait autorisés, pour aller dépouiller les Anglais sur les mers, et ils y arrivaient bien. Et donc, c'est une tradition dans ma région.
Et un jour, un architecte, Claude Parent, qui est aujourd'hui qui a 90 ans, presque 90 ans, a dessiné ce dessin de moi en disant que finalement, j'étais peut-être une femme corsaire. Dans l'histoire, il n'y en a eu que deux. Hein. Il y a eu une bretonne et une chinoise. Ça veut dire que ce n'était pas vraiment évident pour les femmes de devenir corsaires quand même. Donc après, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est très compliqué de parler sur le courage. Parce que donc, est-ce que si je vous montre des images d'architecture, vous allez vous dire que c'est être courageux? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas moi qui peux dire des choses comme ça. À chaque fois qu'on me pose des questions sur pourquoi je suis architecte et pourquoi vous connaissez Rome, évidemment, c'est facile, c'est rapide, vous l'avez peut-être vu. Finalement, ce n'est pas facile de travailler à Rome. Hein. Je ne sais pas comment c'est à Milan, mais ici, à Rome, c'est vraiment pas facile. Même si être une femme architecte, on va le dire une fois, mais pas trop souvent, parce qu'il n'y a pas de pour moi, il n'y a pas de différence. Là, c'est plutôt pas toujours, il n'y en a pas beaucoup, mais et c'est vrai qu'au début, quand on commence sa carrière et que vous arrivez dans une réunion, la plupart du temps, on vous dit, vous êtes la secrétaire, vous prenez les notes? Non, moi je suis l'architecte, excusez-moi. Quand vous allez sur un chantier, on vous dit toujours, écoutez, grimpez à l'échelle, allez-y pour voir ce que ça donne, ce que ça fait une fille sur une échelle, quoi, en gros. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. La seule chose, c'est qu'il faut juste décider de le faire. Et après, effectivement, il faut se battre, mais je pense que pour les hommes aussi, il faut se battre. Je pense que quand même... Non, il y a encore une question. Régulièrement, on me pose comme question, on me dit « Ah, vous êtes architecte. Architecte d'intérieur ?» Je dis non, d'extérieur. Encore la semaine dernière, donc c'est un peu étrange. Donc ça veut dire que nous, les filles, on est vraiment des petites choses sur le côté. Hein. Alors après, effectivement, une fois que les gens ont compris qu'on était architecte, et que, quand on fréquente les gens du chantier, quand on fréquente les clients, quand on fréquente les ingénieurs, quand on fréquente tous les hommes de notre métier qui sont en face de nous, parce qu'il n'y a jamais de femmes en face de nous, c'est quasiment jamais, on nous dit qu'on est dur, qu'on est difficile, que nous sommes caractériels, que nous sommes un peu particulières. Ben oui, on est des filles, quoi. En fait, je pense que c'est parce que les hommes n'ont pas le courage de nous affronter ou d'être en face de nous en parlant d'égal à égal. Ce n'est pas un discours féministe que je fais là, pas du tout. Ce n'est pas du tout mon propos. Ne vous trompez pas. C'est juste ce que je constate régulièrement. Et j'ai entendu un jour un client me dire qu'il me faisait un divorce affectif. Je n'avais pas de relation affective avec lui du tout. Hein. Je peux vous garantir. Ça veut dire que ça doit être compliqué pour eux, les hommes, quand même, non? Al di là della questione della difficoltà di una donna di affermare, diciamo, la propria esistenza su un lavoro come il tuo, mi farebbe piacere di avere da te un punto di vista, non importa che sei donna o uomo, cioè è un punto di vista di Odile, sul coraggio oggi di progettare in una cultura che vede il progetto come qualcosa di accessorio, non tanto forse il progetto architettonico, ma proprio il concetto del progetto. Oui, oui, effectivement, c'est une intéressante question parce que aujourd'hui, je vais raconter ça d'une façon particulière. Aujourd'hui, je dirige une école d'architecture et je me rends compte d'une chose, c'est que les étudiants qui ont une vingtaine d'années ont très peur. En fait, ils ont très peur, non pas de devenir architecte, de faire des études, ce n'est pas la question, mais ils ont peur de la vie demain. En fait, ils ont peur de vivre demain parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend et je ne sais pas et je pense que l'éducation qu'ils ont eue, l'environnement dans lequel on vit, fait qu'aujourd'hui, ils ont peur et ils ont le réflexe de se dire à quoi bon se battre. À quoi bon décider de vouloir inventer le monde de demain? À quoi bon, puisque de toutes les façons, ça sera pire. Alors qu'il me semble que, et donc en tant que directeur d'une école, mon objectif est de leur donner le courage de penser et d'essayer d'inventer demain. D'inventer le monde de demain, de résoudre la question de ce qui va se passer demain.
Et pour ça, je leur donne comme seule consigne la nécessité de rêver. Parce que si on rêve un monde possible, on rêve quelque chose de possible, on rêve quelque chose que l'on peut inventer, on rêve quelque chose qui n'est pas forcément là déjà. On rêve à l'impossible. Et rêver à l'impossible, c'est inventer le monde demain. C'est donc la capacité en rêvant le monde de demain, pour l'imaginer, pour le créer, pour le faire bouger, pour le faire changer, pour faire évoluer, ça nous permettra de vivre mieux demain. Et ça leur permettra de se donner le courage d'aller plus loin. Et je pense que c'est ça, le courage du projet. C'est le courage d'imaginer, le courage de se projeter, le courage de se dire que c'est possible, là où parfois on a l'impression que tout est bloqué. C'est le courage de se dire que justement ce n'est pas impossible et que même si 20 personnes en face de vous vous disent que non, c'est pas possible, eh bien c'est de trouver quand même, en cherchant le chemin par lequel passer pour passer de l'autre côté et aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire comprendre à des gens plus jeunes aujourd'hui. J'ai l'impression que ma génération, quand on était jeune, on n'avait qu'une seule chose, c'était partir au combat pour demain. Et eux, aujourd'hui, c'est ne pas partir au combat pour rester là où ils sont. Et tout mon objectif, c'est d'essayer de leur donner du courage pour justement partir plus loin. Mais il me semble en même temps que ça ne veut pas dire pour autant partir au combat, bêtement partir au combat pour le combat. Toutes les utopies idéalistes ont mené généralement à des catastrophes terribles. Donc la question, ça va être de réussir aujourd'hui à inventer une mode de se projeter, une mode d'affronter le monde de demain avec un courage différent, avec une façon de penser différemment et avec une façon de permettre quand même à ceux qui viendront après d'avoir encore la possibilité de vivre et de vivre bien. Et ça, je crois que c'est malgré tout le boulot d'un architecte aussi. È vero, io lo trovo anch'io nei miei studenti questo tipo di difficoltà a sognare, soprattutto a sognare alto. Ma qui si parla di organizzazioni, per cui di contesti quotidiani di lavoro di adulti e tu che lavori con committenze, i tuoi committenti secondo te sono coraggiosi oppure anche loro hanno paura di progettare il domani? Je ne sais pas si je dois être optimiste ou pessimiste par rapport à ça. J'ai l'impression que je deviens de plus en plus pessimiste parce que j'ai l'impression que les clients sont de plus en plus conservateurs. Et en France, par exemple, on a inventé quelque chose qui s'appelle le principe de précaution qu'on a inscrit dans la Constitution il y a 6 ans. Et c'est dramatique. Le principe de précaution en France dit que tout ce qui n'est pas, en quelque sorte, aboutit à tout ce qui n'est pas explicitement inscrit dans la loi ou dans une règle est par nature parce qu'il porte un risque possiblement interdit. Ça bloque toute capacité d'invention, ça bloque toute capacité d'innovation, ça bloque toute capacité pour un client de se dire « oui, je vais prendre un risque et je vais accepter cette chose un peu bizarre qu'on me propose ou étrange ou différente », parce que ce n'est pas forcément étrange, c'est quelquefois différent. Et donc, dès le départ, il va vous dire « je ne veux prendre aucun risque ». Même si le risque est calculé, même si le risque est assuré, même si le risque est estimé et que l'on a avec soi toute une équipe qui vous permet de vous dire que c'est possible, eh bien, lui va vous dire non, au départ. Et ça, c'est terrible parce que c'est bloquant pour tout le système. Et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement en France, mais en France, en ce moment, c'est terrible. Alors, je sais que vous avez d'autres problèmes, vous, en Italie, mais vous avez eu le courage, je ne suis pas sûre, finalement, de dire au revoir. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que les techniciens vont avoir le courage de vous emmener loin? Est-ce que les techniciens, au lieu des politiques, parce que c'est le devoir d'un politique de vous faire rêver. Un technicien, est-ce que ça fait rêver? Je ne sais pas. Mais les techniciens, parfois, comme ils connaissent toutes les choses et qu'ils connaissent tout le principe en additionnant A plus B plus C et ça égale D,
Alors que parfois la vie vous fait dire que A plus D, ça égale beaucoup plus que B. Donc la question, c'est qui va avoir le courage de dire ça aujourd'hui, lorsqu'on a des techniciens, lorsqu'on a des marchés ou des marchés financiers qui ne sont plus de l'économie, mais qui sont juste de la finance et des zéros, qui savent additionner des zéros pour fabriquer plus de zéros. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça fabrique? Rien. Qu'est-ce que ça construit? Rien. Donc, qui va avoir le courage de dire, ben non, c'est pas ça. On arrête les zéros, on arrête la finance, voilà, maintenant on va parler d'autre chose. Mais c'est vrai, alors il y a les indignés, je ne suis pas sûre. Donc ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, finalement, il faut repartir au combat. Et il faut reprendre le courage de se dire qu'il faut se battre pour justement arrêter le système de l'addition des zéros, et uniquement des zéros, pour pouvoir se dire qu'il faut à nouveau fabriquer des choses, qu'il faut à nouveau inventer, innover, réfléchir, et que je crois que finalement, et là j'anticipe un tout petit peu sur peut-être ce que va nous dire François Julien plus tard, sur le fait qu'il va beaucoup nous parler, je pense, de la Chine et du monde merveilleux, avec beaucoup de guillemets, de la productivité à plusieurs zéros. Et je pense que notre atout, ici, de ce côté-ci du monde, c'est justement la réflexion, c'est la pensée, c'est la culture, plus culturelle, qui permet de penser le monde et repenser ce qui nous entoure, repenser la ville, repenser les bâtiments, repenser les modes de vie, repenser la façon de se comporter, parce que nous avons cette histoire culturelle qui est notre plus. Et ce n'est pas simplement une histoire culturelle qui nous donne un joli pays touristique à visiter, mais c'est une pensée culturelle qui doit nous apporter une attractivité par rapport à la pensée, par rapport à l'invention, et donc à l'invention, et donc à la création, et donc à la capacité à nouveau de produire.